de défense dans les premiers jours après l'infection. Par contre, si cette inflammation évolue dans le temps, et dans ce cas-là, on parle d'inflammation chronique, elle ne peut être que néfaste et elle va être délétère pour les constituants de l'organisme. On parle un peu de cette immunité innée, je vous ai dit au début, elle dépend de l'immunité innée, comment elle va intervenir dans les premiers jours. Et on a constaté, comme je l'ai déjà dit, ce n'était pas les cellules NK, il y a un paramètre qui est primordial pour détruire les virus lors des premiers jours. C'est l'interféron alpha. Et on peut le constater ici si on compare la concentration de cet interféron chez les 3 patients. Le patient 1, il est symptomatique, il est asymptomatique, et le 3, il est symptomatique. On voit le patient 2, celui qui est rouge. Il a le taux d'interféron alpha très élevé par rapport aux autres. Et on voit très bien que même l'interleukine 6, celle de la phase inflammatoire, elle n'est pas très élevée. Et on constate qu'en fin de compte, l'évolution vers la gravité ne dépend pas de la charge virale. On voit très bien ici qu'en fin de compte, ces patients asymptomatiques, ils ont une charge virale très élevée. Donc, l'évolution vers une forme symptomatique dépend principalement de l'intervention de l'immunité innée et plus particulièrement d'une augmentation de l'interféron alpha, à l'inverse des patients qui ont évolué vers les formes sévères. Ils ont une concentration d'interféron alpha très basse. Même la charge, elle est un peu moins élevée par rapport au sujet asymptomatique, mais ils ont une autre caractéristique, c'est que l'interleukine 6, elle est très élevée. Donc, on a vu qu'en fin de compte, le phénotype et la symptomatologie, elles semblent dépendre des éléments de la réponse innée et non pas de la charge virale. Et ça a été montré dans plusieurs études. On voit très bien que les patients qui sont Recording in progress. Les patients qui sécrètent beaucoup d'interleukine 6, ce sont les patients qui vont évoluer vers ce qu'on appelle la forme d'hyperinflammation. Et vous le savez très bien, lorsque l'inflammation elle est intense, elle va inhiber la réponse immunitaire, c'est l'immunosuppression, et ce sont les terrains favorables pour évoluer vers les formes sévères. Donc, pour revenir un peu à cette infection de SARS, il y a une efficacité, on n'a pas pu mettre en évidence les éléments de la réponse immune adaptative. Par contre, on sait maintenant que c'est surtout une réponse immune innée très efficace, très rapide. Elle permet de détruire ou d'arrêter la propagation de cette infection. Par contre, pour les sujets qui ont des formes modérées, on voit très bien que l'interféron, ils ont une très bonne réponse. Ils ont une réponse quand même adaptative. On trouve que les anticorps, ils sont là. Et avec le temps, ils ont pu quand même éliminer la clairance ou la charge virale et ça va évoluer vers la résolution. Par contre, pour les patients qui ont des formes sévères, nous avons vu qu'ils ont une concentration basse des interférons, augmentation des protéines inflammatoires. On a constaté que ces formes sévères, on va le voir, ça chevauche avec. Ce sont des patients qui produisent beaucoup d'anticorps. Donc, lors de la primo-infection, les anticorps n'ont pas un effet bénéfique pour éradiquer cette infection. Et on a constaté aussi qu'il y a accumulation de lymphocytes T. Donc, c'est un peu le paradoxe dans cette infection. Beaucoup de lymphocytes T, beaucoup d'anticorps, et malgré cela, c'est une évolution vers les formes sévères et l'atteinte systémique. Donc, si on revient un peu aux anticorps, et ça, j'attire votre attention, c'est très, très important parce que mes confrères, à ce jour, il y a des soucis d'interprétation des profils sérologiques et ça a un effet négatif par rapport aux malades. Donc, la date d'apparition et taux d'anticorps. On voit très bien, vous pouvez voir que les IgA, c'est vrai que la plupart apparaissent avant 10 jours, mais on voit aussi les IgA qui apparaissent en même temps que les IgM dans cette infection. Les IgG, c'est vrai, c'est à partir du 10e jour, on les voit, mais vous voyez très bien que la base, elle est formée d'une population qui a aussi sécrété des IgG dans les premiers jours de l'infection virale. Donc, on va se retrouver avec des patients qui
au cours des premiers jours, ils peuvent produire les 3 types d'anticorps. Donc, ça ne suit plus le type de la réponse immunitaire classique. Classiquement, vous le savez très bien, on commence par les IgM, un peu d'IgG, et puis on va switcher vers les IgG. Ce qu'on a constaté dans cette infection, on peut constater par les IgM, on peut commencer par les IgM, on peut commencer par les IgG, on peut commencer par les deux, comme on peut ne commencer sans produire d'anticorps. Mais on a constaté aussi des choses très importantes chez les patients qui font des réinfections. Généralement, la réinfection, elle est associée à une augmentation très élevée des IgG et ce n'est pas le cas malheureusement dans cette infection. Ça recommence, c'est des IgM. Essayez de suivre avec moi le patient 1. Le patient 1, vous voyez très bien qu'à partir des premiers jours, une concentration très élevée d'IgG. Puis, ils vont descendre, ils vont disparaître. Par contre, si on va vers ce patient numéro 5, on voit très bien qu'il a commencé à produire des IgG 1 mois, quelque chose comme ça, 5 mois après l'infection, et 6 mois après, les IgG sont toujours là. Vous voyez très bien. Le patient 2, c'est des IgG au 15e jour, un pic vers 2 mois, et puis ça redescend. Donc, on voit très bien qu'il s'agit d'une réponse immunitaire très hétérogène d'un patient à un autre. Vous savez très bien, la réponse immunitaire, elle est génétiquement dépendante. Et chaque personne, comment peut réagir? Comment interpréter les profils? On peut être confronté à plusieurs situations. La première situation, on a des IgG, des IgM négatifs. Élément très important, et vous êtes médecin clinicien, il faut toujours interpréter le résultat en fonction de la clinique. Est-ce qu'il a des symptômes? Est-ce qu'il n'a pas des symptômes? Est-ce qu'il est sujet contaminé, contact ou non? Donc, s'il n'a jamais contracté le virus et on trouve négatif, on peut dire qu'il peut s'agir soit d'un sujet négatif, soit il y a un contact qui est inférieur ou égal à 10 jours. On peut avoir aussi un contact, comme je l'ai dit, récent. On n'a pas encore commencé à produire les anticorps. Troisième éventualité, on peut être en face d'un sujet guéri ou symptomatique avec une date de contamination qui est supérieure à 10 jours, mais c'est des sujets qui ne produisent pas d'anticorps et on l'a constaté chez 5 à 15% de notre série. Ou bien c'est des sujets qui ont produit des anticorps, mais on a eu des disparitions rapides de faibles quantités d'anticorps. Deuxième situation, on a des IgM positifs et IgG négatifs. Si le sujet est symptomatique, donc on peut d'emblée dire que c'est une primo-infection, minimum, il a 7 à 8 jours après le contact, mais on peut commencer à produire les IgM à partir de 3 à 4e jour, début de la symptomatologie. Deuxième interprétation de ce profil, on peut être en face d'un sujet asymptomatique qui a des IgM positifs ou présymptomatiques. Dans ce cas-là, on peut être en face d'un contact récent qui a moins de 10 jours. C'est une possibilité. Troisième éventualité, c'est un sujet qui est déjà guéri d'une forme symptomatique ou forme asymptomatique, avec uniquement des IgM positifs. Et dans ce cas-là, il n'a pas encore commencé à produire des IgG, ou bien il ne produira jamais des IgG, ou bien c'est des IgM qui peuvent persister au-delà de 2 mois, et on a constaté aussi qu'il y a des patients qui peuvent garder des IgM au-delà de 6 mois. Ou bien, parfois, c'est des réactions faussement positives, c'est très très rare, et chez des patients qui ont des IgM constamment positifs et présentes. Même si on les prend 6 mois, 8 mois, 9 mois après l'infection, 12 mois, on trouve toujours ces IgM. Troisième éventualité, ce n'est pas les IgM, mais ce sont les IgM et les IgG qui sont positifs. On voit toujours le profil, est-ce qu'il a des symptômes? Et dans ce cas-là, vous le savez très bien, les IgG peuvent sortir à partir du 4e jour, en même temps que les IgM. Donc, on peut être en face, puisqu'il est symptomatique, donc 7 à 8 jours après le contact, ou bien 3 à 4 jours après le début de la symptomatologie. Le sujet, il est asymptomatique avec ce profil. On peut être en face d'un contact récent, et dans ce cas-là, on patiente 7 jours, s'il ne fait rien, on le libère. Par contre, on peut être en face aussi d'un sujet guéri qui n'a pas encore perdu les IgM. Je vous ai dit que les IgM, ils ne sont pas des synonymes de contagiosité. On trouve des IgM au-delà de 10 jours, au-delà de 3 jours. Donc, IgM n'est pas synonyme de contagiosité. Quatrième et dernière situation, IgM négative, IgG positive. Dans ce cas-là, si le sujet est asymptomatique, on peut dire qu'il s'agit d'un contact ancien. Par contre, si le sujet est symptomatique,
On peut être en face des patients qui produisent des IgG. Je vous ai dit qu'ils peuvent sortir le 4e jour sans des IgM. C'est rare, mais on a eu des cas. Donc, se méfier de l'interprétation de sérologie. Ce que je vous dis, si vous faites une sérologie IgM, IgG positive, si le patient ne se rappelle pas est-ce qu'il a fait une infection ou non, dans ce cas-là, on peut patienter 4-5 jours. S'il ne fait rien, on le libère. C'est les stigmates d'une infection ancienne. Les IgA, on a très peu parlé des IgA, mais elles sont là et elles ont la même place que les IgM dans cette infection. Et on a constaté d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de firmes qui sont en train de produire des vaccins muqueux, soit par voie nasale ou par voie des muqueuses, c'est pour produire les IgA, parce que vous le savez très bien, lorsqu'on produit les IgA, on est certain qu'on va prévenir la transmission et la transmissibilité de ce virus. Donc, vous voyez très bien, en fin de compte, que le coronavirus, il a tout perturbé. Même nous, les immunologistes, on n'était pas habitués à l'interprétation de ce type de profil et on est sorti du classique vers le non-classique. Chose très, très importante. Pourquoi je vous montre ce schéma? Vous voyez très bien la concentration, le 3e cas. C'est ce patient qui a une forme très sévère. Et c'est le patient qui a la forme très sévère qui a des anticorps très élevés, que ce soit les anti-RBD, qui sont dirigés contre toutes ces structures. Donc, la présence d'anticorps dans la primo-infection n'est pas synonyme d'effet bénéfique de l'anticorps. Donc, les patients qui font des formes très sévères, c'est eux qui produisent beaucoup d'anticorps. Et ici, je me permets de vous dire un mot par rapport aux anticorps. Il y a des anticorps neutralisants qui sont bénéfiques pour que le virus ne pénètre pas dans la cellule. Il y a des autres anticorps qui reconnaissent d'autres structures de virus et dans ce cas-là, ils vont être néfastes pour l'organisme. Ils vont aider le virus à pénétrer dans la cellule par un phénomène qu'on appelle le phénomène de facilitation. Le virus, le SARS-CoV-2, c'est comme tous les virus, il essaie toujours de s'évader à son système. C'est ça son but. Donc, il essaie toujours de muter, vous voyez très bien, en vitro, il essaie de muter. Même si on utilise des anticorps monoclonaux, moi, personnellement, je suis contre cette thérapie parce que même si on produit un anticorps monoclonal, il est dirigé contre une partie très, très petite et avec le temps, il va muter et cet anticorps monoclonal n'aura aucun effet. Par contre, pour la réponse polyclonale, je vous ai dit qu'avec le temps, en primo-infection, elle n'est pas bénéfique, mais elle est très bénéfique. Les anticorps sont très bénéfiques dans la prévention de l'infection. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on les utilise, qu'on vaccine. C'est pour vous montrer, on parle d'immunité, mais l'immunité, ce n'est pas synonyme d'anticorps. Et on a besoin au début beaucoup plus des lymphocytes CD8. C'est des CD8, on voit très bien que les patients qui sont guéris de cette infection, ils ont des CD8 et les CD8, comme vous le savez, ils ne préviennent pas l'infection, mais plutôt elles détruisent directement la cellule infectée. C'est juste pour récapituler, donc la phase aiguë, elle est très bénéfique et on voit très bien qu'il y a la réponse innée en rouge et la réponse adaptative avec la charge virale. Donc, pour une personne asymptomatique, pour une forme modérée, on est là. Pour les formes qui évoluent vers la forme sévère, on voit très bien cette charge virale. Et malgré la présence d'une immunité adaptative, on voit qu'il y a une persistance de la réponse innée. Et dans ce cas-là, on est dans le cadre d'une inflammation chronique avec ce qu'on appelle la tempête cytokinique. Quelle est la différence entre réponse par les anticorps et les cellules? On a constaté que les anticorps ne reconnaissent que quelques parties du virus. Par contre, les cellules destructrices, elles connaissent presque toutes les parties du virus. Donc, c'est l'apport et l'avantage de l'immunité cellulaire dans les infections virales, dans le SARS-CoV-2. Donc, dans le SARS-CoV-2, même s'il y a des mutations, les CD8, lorsqu'on est infecté, elles sont toujours là pour détruire le virus, lorsqu'on est infecté ou vacciné. Quel est l'objectif principal maintenant de la vaccination? On a parlé qu'on a pour répondre à un virus, on a besoin d'une immunité innée et d'une immunité adaptative. Dans la vaccination, on cible l'immunité adaptative parce qu'on a besoin d'une mémoire. L'immunité innée n'a pas de mémoire. Donc, j'ai besoin de produire des anticorps et des lymphocytes chez un sujet qui n'est pas infecté
Et lorsqu'il est confronté lorsqu'il contracte ce virus, il est là pour se défendre. Pour résumer un peu, c'est quoi le vaccin? On a des types d'immunité. On a l'immunité active et passive. Passive, vous la connaissez très bien, soit on donne une sérothérapie, on donne des anticorps, soit c'est le transfert des anticorps de la mère vers de l'enfant. Le système immunitaire ne participe pas dans l'immunité active. On va l'aider, on lui donne des anticorps. Par contre, dans la vaccination, on a besoin de booster, d'activer le système immunitaire pour qu'il produise lui-même les anticorps. Donc, on va l'activer artificiellement par le microbe et c'est ça la définition de la vaccination. Heureusement que les collègues chinois ont fait des travaux vraiment très, très importants. Ils ont pu publier le génome de ce virus au mois de février 2020. Cette séquence de génome, c'est toutes les firmes, après ça, ils ont ciblé la protéine S. Pourquoi par la protéine S? Vous le savez très bien qu'en fin de compte, le virus, il utilise cette protéine pour infecter la cellule. Donc, la plupart des firmes ont utilisé ils ont ciblé cette protéine S. Donc, le principe de vaccination contre le COVID, c'est essayer d'avoir une mémoire immunitaire spécifique. Elle doit être dirigée contre la protéine Spike. Et certainement, au début, on disait qu'elle pour nous protéger contre l'infection, mais on a vu avec le temps que la vaccination, elle protège une grande partie de la population contre l'infection, mais surtout, elle nous protège contre les formes graves et le décès par cette infection. Beaucoup d'hésitations vaccinales, c'est vrai, la durée de production, elle était très, très courte de ces vaccins, entre 8 mois et 12 mois, mais il y a des explications à ça. C'est la première fois qu'on a combiné les phases. C'est une combinaison de phases. C'est la première fois qu'on a utilisé des nouvelles technologies qui ne sont pas connues, qui sont rapides. Et on a eu, en fin de compte, c'est des technologies où on a acquis depuis plusieurs années ces technologies et on est dans la phase 3 de quelques infections virales. Donc, méthode de production rapide. On s'attendait à ce que ces vaccins soient moins coûteux. Et le point le plus important, c'est la première fois qu'on a vu des gouvernements qui s'impliquaient et qui donnaient quand même, des milliards de dollars pour la production de ce vaccin. On a ce qu'on appelle le vaccin classique. C'est ce qu'on est en train d'utiliser pour le Sinopharm et le Sinovac, qui utilisent le vaccin SARS-CoV-2. On le tue. C'est ce qu'on appelle un vaccin inactivé. Et on a les nouvelles technologies, soit de l'ARN, soit d'un adénovirus vecteur, et on va voir c'est quoi ces vaccins. Le premier vaccin, c'est soit le vaccin ARN. En fin de compte, c'est un morceau d'ARN qui code pour la protéine C, S. Et comme l'ARN, vous le savez très bien, c'est une molécule qui est très, très fragile. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on va la protéger par une couche de nature lipidique, pour la protéger et pour faciliter l'entrée à l'intérieur de la cellule. Lorsqu'on injecte, ce qu'il faut savoir, et vous l'avez vu en première année médecine, vous l'avez vu lorsque vous étiez au lycée, l'ARN, lorsqu'on l'injecte, il va directement vers le cytoplasme, il cherche le ribosome, produit la protéine S, et puis il va la produire et l'excréter pour éventuelle stimulation de la réponse immunitaire. Donc, il ne va pas du tout toucher au noyau de la cellule. Et c'est valable pour Pfizer ou pour Moderna. Maintenant, comment fonctionnent les vaccins à virus vecteur? À virus vecteur, vous le savez très bien, on a le Sputnik, on a aussi l'AstraZeneca et on a aussi le Johnson qui vient d'arriver chez nous. Donc, on prend un virus, un adénovirus, on a l'habitude d'être infecté par cet adénovirus, mais qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il ne soit pas virulent et pathogène chez l'homme? On va essayer d'atténuer les gènes de virulence. Donc, lorsqu'on l'injecte, il ne va pas produire d'infection. Et juste après l'avoir atténué, on va poser le gène de la protéine S dans le génome de virus et on l'injecte. Il va se comporter comme une infection virale bénigne. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette infection virale bénigne? On l'injecte et puis c'est l'ADN, c'est tout l'ADN viral qui va intégrer l'ADN de génome et pour produire cette protéine S. Vous allez me dire, ah, M. Djinouhad, voilà, donc on va toucher à l'ADN. Vous le savez très bien que si on scanne notre ADN,
va trouver des milliers d'ADN de virus. On est souvent contaminé par le virus. Et dans cette situation, ça va simuler une infection virale bénigne pour produire cette fameuse protéine S. Donc, après la vaccination, l'organisme développe une réponse immunitaire. L'adénovirus ne peut pas répliquer, on l'a vu, et l'organisme va éliminer cet adénovirus et on va booster le système immunitaire pour produire et les anticorps et les lymphocytes T. Pour ce qui est des vaccins inactivés, c'est surtout le Sinopharm et Sinovac. On a constaté que ce sont des vaccins qui produisent beaucoup d'anticorps. On prend le virus, le SARS-CoV-2, et on va l'inactiver, c'est-à-dire le tuer. D'emblée, il va être soit par la chaleur, soit par le chimique. Donc, il ne va pas produire l'infection, il va juste stimuler la réponse immunitaire. Le dernier vaccin non encore disponible. Il y a pas mal de firmes, parmi lesquelles il y a Novavax ou bien Clover, la chinoise. Ils se sont dit, ce n'est pas la peine de donner l'ARN, ce n'est pas la peine de donner l'ADN. On va donner carrément la protéine S. Donc, ils sont en train de produire cette protéine S pour l'injecter. Quelle est la différence ou bien le système immunitaire, comment il va se comporter en face de ces vaccins? Il y a deux situations. La première situation, c'est qu'on lui donne une protéine ou bien on lui donne un virus tué. Dans ce cas-là, le système immunitaire va se comporter comme étant en face d'un antigène qui provient de l'extérieur. Par contre, si on lui donne des virus, de l'ARN, de l'ADN, donc c'est la cellule de l'hôte qui va produire les antigènes du virus. Et dans ce cas-là, le système immunitaire, il va se réagir comme étant une réponse immunitaire dirigée contre un antigène qui provient de soi. Quelle est la différence entre les deux? Lorsque l'antigène il est endogène, il provient de la cellule. Et bien dans ce cas-là, on a une réponse cellulaire très forte et on a aussi une réponse anticorps. Par contre, lorsqu'on a un antigène qui provient de l'extérieur, c'est la protéine, exemple, on aura beaucoup plus une réponse immunitaire humorale très très forte. Et ce type de vaccin ne nécessite pas généralement l'ajout d'adjuvants. Maintenant, comment réagir le système immunitaire vis-à-vis d'un virus inactivé? On aura beaucoup plus cette réponse exogène. Et je vous ai dit, dans ce type de réponse, on va produire beaucoup d'anticorps et c'est généralement une réponse cellulaire, elle est un peu faible. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que dans ces vaccins, on ajoute toujours un adjuvant et c'est les vaccins les plus utilisés depuis plus de 50 ans. Ils ont montré leur efficacité pendant l'histoire. Donc, on était un peu rassurés parce que vous le savez au début, on disait que l'immunité, elle va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il y avait des études qui ont publié que même les sujets infectés, on voit très bien que les lymphocytes B mémoire, 6 mois après, ils sont toujours là. Et si on cherche les lymphocytes T ou bien les anticorps, il y a des études très récentes qui ont montré qu'en fin de compte, cette immunité, elle peut durer même au-delà de 8 mois. Donc, ça nous a rassurés et on est rassurés par rapport non pas à l'efficacité de la réponse immunitaire, mais beaucoup plus par rapport à la durée de la réponse immunitaire. Donc, une question qui se pose souvent, est-ce qu'un seul vaccin est suffisant chez les patients qui ont fait déjà le Covid? On va répondre parce que par les résultats de ces études, on a constaté qu'en fin de compte, un sujet qui a fait l'infection, le naïf, celui qui n'a pas fait l'infection, c'est ce qui est en rouge. Et le bleu, c'est celui qui a fait l'infection. Donc, on a comparé les anticorps et on a constaté que les anticorps sont beaucoup très élevés. Une seule injection est largement suffisante. Si on compare les cellules B mémoire, on trouve que les cellules B mémoire, elles sont là. Une seule injection, elle est suffisante. Même chose pour les lymphocytes T. Donc, un seul sujet vacciné, on a constaté qu'une seule dose, elle est suffisante. Mais vous le savez très bien, notre ministère, il est toujours fidèle aux recommandations de l'OMS et l'OMS n'a pas validé une dose après l'infection. Et maintenant, vous le savez très bien, il y a pas mal de gens qui sont en train de parler de 3e dose. Donc, moi, personnellement, je suis pour une personne infectée, elle fait ces 2 doses. Donc, sans trop tarder, en conclusion, on peut dire on est le 15 septembre. On a presque 6 milliards de doses injectées. En Algérie, on est à même pas 10% de sujets vaccinés, donc c'est très peu. Et ça, c'est la tâche du médecin, c'est votre tâche de sensibiliser les gens. On a vu
que ce vaccin protège contre les formes graves et les formes de décès. On l'a constaté lors de cette vague Delta. On n'a pas eu d'hospitalisés de sujets vaccinés qui ont été hospitalisés, donc il faut le dire. D'autant plus qu'on est en face d'une épidémie et on ne voit pas encore le bout, et avec toujours cette menace et de propagation de nouveaux variants. Et je vous remercie de m'avoir suivi et désolé si j'étais trop bavard. Merci, professeur. Apparemment, il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous avez ouvert le chat? Le chat, je vais l'ouvrir. C'est là où c'est mentionné discussion. Les discussions, voilà. Donc, ça ne fait rien. Je vais commencer par la première. Bon, là où il y a le sang, vous le liquidez. Vous allez vers les sangs. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Ah bon? Je vais ouvrir moi le chat. Alors, vous avez le vaccin protège combien de temps, s'il vous plaît? Je crois que vous avez répondu. Il y a des questions. En tous les cas, maintenant, on ne se base plus sur les études. On a constaté que avec ce variant Delta, et les premiers sujets vaccinés en Algérie, c'était en février. Cette population qui a été vaccinée en février, même s'il y a quelques-uns qui ont fait l'infection, ils n'ont pas fait de forme grave. Donc, on est certain que 7 mois après, on est toujours protégé contre les formes graves. Oui. Vous arrivez à lire les questions? Oui. D'accord. Une minute. Bien sûr. Donc, bonjour, l'Université Oran, on n'entend rien. Bonjour tout le monde, pouvons-nous avoir la main pour l'enregistrement, s'il vous plaît? Ça y est, l'enregistrement, il est fait. Il est fait. Le son. En fin de séance, on l'envoie. Quand attendons après, si on vaccine une personne qui est atteinte de Covid, j'arrive pas à vraiment attendez, je vais vous aider. Essayer de m'aider et de partager. Alors, si ça ne vous dérange pas de me lire les questions. Ok, d'accord. Alors, nous avons, s'il vous plaît, doucement, j'arrive plus à vous suivre. Alors, s'il vous plaît, docteur, c'est quoi les contre-indications? C'est quoi les contre-indications de vaccination Sinovac? Alors, ça va tellement vite que... Pour Sinovac, vous savez très bien, eux, ils mettent, c'est les femmes enceintes, mais nous avons constaté que le Sinovac, il n'a pas de contre-indication, parce qu'il ne s'agit pas d'un virus vivant atténué, c'est un virus inactivé. Et on a constaté qu'il n'y a pas d'allergie contre ce type de vaccin. Donc, on peut dire grossier, et vous le savez très bien, même les enfants, les Chinois, ils commencent à vacciner à partir de 3 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication pour le vaccin Sinovac, à part ce qu'ils ont mentionné par rapport aux femmes enceintes, et je ne suis pas très certain. Oui. On peut aller vers la deuxième question? Si j'arrive à l'avoir, la deuxième question. Contre-indication AstraZeneca. AstraZeneca, vous le savez très bien, il n'y a pas de contre-indication, mais on a constaté que les quelques complications thrombotiques chez beaucoup plus les femmes qui ont moins de 50 ans. Et d'ailleurs, pour cette raison, qu'on l'a contre-indiqué, on ne le donne pas aux femmes entre 30 et 50 ans. Sinon, il n'y a pas de contre-indication pour ce vaccin. Parce qu'il faut faire la différence entre un adénovirus atténué et un SARS-CoV-2 atténué. Un SARS-CoV-2 atténué, on n'est pas dans le cas. Et aucune firme n'a produit le SARS-CoV-2 atténué. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas vraiment de... En cas où le patient qui était vacciné en première dose attrape la COVID et quels sont les effets secondaires? Il patiente 3 mois pour faire la deuxième dose. Même pour l'atténuer? Quel que soit le vaccin. D'accord. Les vaccins qui sont faits à l'intervalle d'une semaine, est-ce que c'est valable?
Une semaine, ça m'étonne. Minimum, c'est 3 semaines. Et vous le savez très bien, c'est un message que je lance à mes confrères. Il n'y a pas de souci par rapport au retard de vaccin. Plus on tarde et plus la réponse immunitaire sera meilleure. D'ailleurs, vous le savez très bien, Johnson Johnson, ils viennent de commencer une étude. Ils sont en train de vacciner la deuxième dose 6 mois après la première dose et ça a donné de très bons résultats. Quel est quand la personne ne présente pas de réponse immunitaire, c'est-à-dire il y a pas absence des IgM et tout ça, quelle est quelle est l'explication après vaccination? Après vaccination, vous le savez très bien, c'est comme la réponse immunitaire contre l'infection. Je vous ai dit qu'il y a 5 à 10% qui sont infectés qui ne produisent jamais des anticorps. Et vous le savez très bien que la réponse immunitaire, elle est génétique dépendante. Parfois, on a de très rares cas inférieur à 5% de patients qui ne développent pas des anticorps. Je pense que cette catégorie, prochainement, je pense qu'elle pourra éventuellement bénéficier de troisième dose après les instructions du ministère. Ils sont en train d'étudier cette éventualité. Alors, j'arrive pas. Le Sputnik et l'Europe. Bon, ça c'est une question, je pense que… Non, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Malheureusement, on a fait rentrer les problèmes politiques, géopolitiques par rapport à la science. Et vous le savez très bien, les Européens eux-mêmes, ce sont les Anglais qui ont constaté que Sputnik, il était un peu plus efficace qu'AstraZeneca. Ils ont signé un contrat de partenariat en décembre pour faire un vaccin à base de Sputnik et de AstraZeneca. Donc, les scientifiques d'Oxford ont reconnu, mais malheureusement, les décideurs politiciens n'ont pas encore reconnu ce vaccin en Europe. Et il y a une question qui suit après qui vous demande est-ce qu'on peut vacciner avec un autre vaccin sans respecter le délai quand on fait le Sputnik? Ça ne fait rien, mais si on ne respecte pas à condition, il faut tarder un peu et ne pas faire avant. Par exemple, pour les personnes qui sont maintenant, qui ont bénéficié de première dose de Sputnik, je sais qu'il y a une pénurie, je ne sais pas est-ce qu'on va les acquérir. Si on va les acquérir, il n'y a aucun souci jusqu'à 3 mois, on peut patienter. Si on ne va pas l'acquérir, on peut switcher vers un autre vaccin et ça sera l'étude, ça sera lors de la réunion de jeudi prochain, pas demain, jeudi de la semaine prochaine, et on va trancher dans cette question pour quel vaccin on peut switcher. Est-ce qu'on refait de zéro ou là on garde la première dose? Les instructions vont sortir à partir de de jeudi de la semaine prochaine. On verra. Ceux probablement qui dépassent 3 mois, c'est refaire. Avant 3 mois, on peut aller vers une seule dose. Pour un porteur 5 ans, quand pensez-vous qu'on puisse vacciner? Un porteur sain, pour moi, c'est une personne qui a une très bonne réponse immunitaire. À une personne saine, je n'ai pas compris la question. Une personne saine ou… Voilà. Une personne saine, oui. Quand est-ce qu'on peut le vacciner? Moi aussi, c'est quand il veut. Une personne saine, elle peut se faire vacciner n'importe quel moment. Bon. Donc, si j'ai bien compris, vous allez trancher quel type de vaccin accompagnera le premier vaccin? Exactement. C'est ce qu'on appelle le chevauchement ou l'interchangeabilité des vaccins. Ça veut dire que si je fais l'AstraZeneca… C'est valable pour tous les vaccins disponibles en Algérie. Il y a un groupe d'experts qui a été désigné par M. le ministre pour étudier le dossier. On aura les réponses fin de semaine prochaine, Inch'Allah. Vous ne pensez pas que je devrais ouvrir les micros parce que là, je n'arrive pas à suivre les questions et vous ne pouvez pas les lire. Ça ne fait rien, mais le problème qui se pose, est-ce que c'est tout le monde qui parle à la fois et ça fait… Ah non, ça vraiment, si on éteint les micros, c'est parce que c'est tout le monde qui parle à la fois. C'est ça notre problème. Maintenant, il faudrait qu'ils nous répondent. S'ils veulent qu'on leur réponde, il faudrait que le micro soit allumé à la demande. Il y a trop de questions. Vous n'arrivez pas à lire, vous, les questions? À chaque fois, quel faut-il pour juger l'efficacité? Est-ce qu'on peut demander à nos chers confrères de ne plus écrire de questions, comme ça on peut répondre aux questions posées. Parce qu'à chaque fois, vous posez des questions, ça décale et on n'arrive pas à suivre. Arrêtez les questions pour le moment et on reprendra après la suite. La place de vaccin antigrippal et le corona. Vous le savez très bien que lorsqu'on a les deux à la fois, on a beaucoup de chances d'avoir une forme de corona sévère.
Mais alhamdoulilah, l'année passée, on a vécu l'expérience. Le port de bavette nous a protégés contre les deux à la fois. Donc, il n'y a pas de chevauchement. On doit faire le vaccin antigrippal pour les sujets qui avaient l'habitude de le faire. Et ça n'a rien à voir avec le vaccin anti-corona et vice-versa. Mais ça protège quand même, si on attrape le corona, ça protège de faire évoluer le corona vers une forme sévère. Vaccin et allaitement, il y a un groupe d'experts qui a été chargé d'étudier vaccin, grossesse et allaitement. On a constaté que le variant Delta a fait des ravages, cette fois-ci chez les femmes enceintes. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le Collège américain des obstétriciens et de la médecine infantile, ils ont d'emblée recommandé le vaccin aux femmes enceintes, quel que soit le trimestre ou bien l'âge de la grossesse, et aux femmes allaitantes, il n'y a aucune contre-indication. Quelle est la prévention après le vaccin? La prévention après le vaccin, vous savez que la prévention, c'est l'efficacité. L'efficacité, elle varie d'un vaccin à un autre, mais on a constaté que la plupart des vaccins protègent plus de 65% contre le développement de la maladie. Ils protègent contre 90% contre le développement des formes sévères et protègent plus de 95 à 96% contre l'évolution vers le décès. Et bien que les pays qui sont très bien vaccinés, on voit très bien que le nombre de lits en réanimation et le nombre de décès est très très bas par rapport, si on les compare par rapport aux pays qui n'ont pas été vaccinés à un grand pourcentage. Une personne qui est sous colchicine peut faire le vaccin Sinovac sans arrêter le traitement un mois avant ou pas? L'idéal, c'est faire un décalage de quelques jours, une semaine. Mais j'aimerais bien répondre à une question, pas uniquement par rapport à la colchicine. Je parle des patients qui ont ces fièvres périodiques, mais aussi pour les patients qui ont des pathologies auto-immunes. Donc, pour les pathologies auto-immunes, il n'y a pas de problème. Le patient peut être vacciné, quel que soit le traitement qu'ils prennent, mais à condition, il ne faut pas que le malade soit en poussée clinique. Il faut qu'il soit en rémission. Et l'idéal, c'est faire un petit décalage de quelques jours entre la dose d'immunosuppresseurs ou de corticoïdes et la dose vaccinale. Si je vous donne l'exemple de la CEP. Oui, la même chose. Il y a des traitements qu'on donne après arrêt de toute vaccination. Il faut, pour la CEP, vous le savez très bien, on donne l'interféron alpha. Et l'interféron alpha, il peut faire une petite flambée. Donc, il faut qu'il y ait un décalage de 2 mois, 3 semaines entre les interférons alpha et le vaccin. Donc, il faut arrêter le traitement. Le traitement, c'est une fois par mois ou une fois tous les 21 jours. Et le traitement qui est pris tous les jours? Non, tous les jours, il n'y a pas de problème. Je parle de l'interféron alpha, ce n'est pas un traitement qui est pris tous les jours. Ah, d'accord. Pour ce qui est de tous les jours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Quelles sont les conditions de recevoir le vaccin, c'est-à-dire la durée entre l'infection et la guérison et la vaccination? Je pense que vous avez. C'est 3 mois. Pour le porteur sain, comment savoir quand vacciner si le test vous avait répondu? Oui. Après 2 doses de vaccination, vous avez répondu. Ah, on n'a pas parlé du cancéreux. Les cancéreux, ce qu'il faut savoir, ce que vous le savez très bien, ils prennent des thérapies un peu lourdes et des thérapies qui impactent le système immunitaire, mais les résultats des études préliminaires ont montré qu'ils sont plus exposés au décès. Par le cancer, ils ont constaté que la population qui était vaccinée, elle est plus protégée contre le décès par le Covid que la population cancéreuse non vaccinée. Donc, c'est une population à vacciner. Il faut juste, comme je l'ai dit, faire des décalages de quelques jours entre les cures et le vaccin. D'accord. Donc, même les personnes qui sont sous Immurel, on sait très bien qu'ils souffrent déjà de la prise de l'Immurel. Oui, même parce que c'est des immunosuppresseurs. Par contre, pour les personnes qui sont sous thérapie qui ciblent le lymphocyte B ou le lymphocyte,
le Oui, rétiximab, le rétiximab, ou bien d'accord. le lymphocyté pour les patients qui vont faire, par exemple, des greffes de moelle osseuse. Pour ces Hum. patients, il faut un arrêt de moins de 3 mois. Un arrêt de traitement de moins de 3 mois. De 3 mois. D'accord. C'est bon de savoir parce que nos médecins, nos collègues se retrouvent dans ce genre de situation avec les patients, avec leur entourage, avec les patients. Alors, il y a une question. Hmm. La cinétique des anticorps IgG et IgM après Covid ne correspond pas à la cinétique des autres infections connues. Vous pouvez nous en parler, par Exactement, exemple, exactement. l'apparition des IgM. Merci beaucoup pour cette question très, très pertinente. Et puisque vous êtes en train de parler des IgM, on a constaté que les IgM, ils peuvent apparaître le troisième jour, ils peuvent apparaître le septième jour, mais la persistance des IgM, au début, on pensait qu'ils vont disparaître 10 à 15 jours après l'infection. Mais on a constaté on a des patients chez nous, 4 mois après l'infection, les IgM sont toujours là. D'ailleurs, j'insiste sur un point très, très important. Présence d'IgM n'est pas synonyme que la personne, elle est contagieuse. Donc, il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les priver de reprendre leur poste. Si les IgM sont là. Cliniquement, c'est là, plus de 10 jours qu'il a fait des symptômes, il n'est plus contagieux. Et s'il n'a pas de fait de symptômes, possible qu'il vienne de les produire à titre préventif. On peut lui donner une semaine. S'il ne fait rien, il n'est plus contagieux, il peut reprendre son poste. Hmm. Est-ce que c'est dangereux? Bon, c'est des questions qui se répètent, mais quand même, pour bien les incruster dans nos cerveaux, est-ce que le délai de 3 mois après l'atteinte de le Covid peut être dangereux pour le malade? Non, elle n'est pas dangereuse. 3 mois, elle n'est pas dangereuse. D'ailleurs, je vous ai dit, vous êtes des confrères et vous vous rappelez, on s'est fait vacciner lorsqu'on était petit. Et à chaque fois, on nous dit, voilà, ah non, il a une fièvre, il patiente 3 semaines. C'est la même chose qui s'applique pour le coronavirus. On peut faire le vaccin 3 à 4 semaines après l'infection. Mais comme au début, il y avait cette, ce problème d'approvisionnement des quantités de vaccins. Et on a constaté avec le temps que lorsqu'on est vacciné 1 mois, 2 mois après la première dose, la réponse immunitaire elle est plus efficace et plus durable. C'est pour cette raison qu'on est allé jusqu'à 3 mois. Et je viens de vous citer l'exemple de vaccin Johnson Johnson. Vous le savez très bien, c'est l'unique vaccin qui utilise une seule dose, qui a une efficacité de 70%. Lui aussi, il veut atteindre 80, 90. Donc, il a revacciné les personnes qui ont été vaccinées par la première dose 6 mois après la première dose. Et ils ont constaté qu'ils ont une réponse immunitaire très, très efficace et l'efficacité peut, dans ce cas-là, dépasser les 80%. Il y a une question que je ne vois pas ici, mais qui est revenue. Je l'ai vue tout à l'heure. C'est la vaccination et les différents variants. Vous le savez très bien, les nouveaux variants, c'est vrai qu'on a le variant sud-africain qui a été détruit par le Delta. On n'a plus de Sud-Africains en Afrique du Sud. Le variant britannique ou anglais qui a été détruit par le Delta. On trouve plus de variants britanniques ou anglais en Angleterre. Heureusement que le Delta est là, il est là. Il a écrasé tous les variants qui résistent au vaccin, à l'exception de ce variant mu ou bien de variant lambda qui était au Pérou. Mais moi, personnellement, je suis rassuré par rapport à cela, non pas par rapport aux études, mais beaucoup plus par rapport à notre réalité. Et on a été frappé par une vague de variants Delta et on a constaté que les personnes vaccinées, on ne les voyait pas dans les hôpitaux. Ils n'étaient ni hospitalisés, ni en réanimation, ni décédés, et c'est rassurant pour nous. Donc, c'est des vaccins qui protègent contre les nouveaux variants. Hmm. Le vaccin et surtout celui d'ARN, est-ce qu'il développe quand il développe des anticorps spécifiques au détriment des anticorps innés? Est-ce qu'il développe des anticorps spécifiques au détriment des anticorps innés? L'ARN. Les anticorps spécifiques, vous le savez très bien, que ce soit l'ARN, que ce soit l'ADN, que ce soit lorsqu'on donne une protéine, c'est pour avoir des anticorps dirigés contre la protéine S. C'est ce qu'on appelle les anticorps neutralisants. Ce sont des anticorps qui vont se fixer sur le S et empêcher que le virus puisse pénétrer ou infecter la cellule.
Donc, c'est ça ce qu'on appelle les anticorps spécifiques. Et lorsqu'on est infecté par l'infection naturelle, on produit beaucoup d'anticorps. On produit certainement des anticorps dirigés contre la protéine S, mais on produit, disons, d'autres anticorps qui peuvent être néfastes. Il y a une question qui revient tout le temps. Bon, vous avez déjà répondu, mais pour être très bref et répondre définitivement, quand une personne se fait vacciner, par exemple, par le Sinovac, il y a 6 mois, est-ce qu'elle peut se faire vacciner? Alors, donnez-leur le délai de vaccination d'un vaccin à un autre vaccin qui leur permet de voyager. Par exemple, comme il a dit ici, Sinovac et Astra. C'est 3 mois, c'est 6 mois. À partir de 3 mois, vous le savez, en fin de compte, c'est personne dépendante et c'est réponse dépendante. Il y a des réponses, il y a des personnes qui n'ont pas répondu. Dans ce cas-là, 3 mois, je peux leur donner un vaccin. Mais vous le savez très bien, même si on donne, c'est pas grave. C'est juste pour rebooster. Si on était à 80, on donne un autre vaccin, on sera à 160 ou 200. Donc, donner un autre vaccin, c'est pas vraiment néfaste pour l'organisme à condition, bien sûr, que la dose ne soit pas très rapprochée de la deuxième dose. Donc, on ne donne pas une deuxième dose de Sinovac maintenant et troisième dose dans 3 semaines. Mais je préfère, ça c'est une réponse scientifique, mais vous le savez très bien, il n'y a pas encore d'instruction de notre tutelle par rapport à la troisième dose. Donc, je n'ai pas le droit de m'exprimer par rapport à ce sujet et on doit patienter la réunion des experts qui aura lieu jeudi prochain, Inch'Allah, et on va trancher. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faut une homogénéité, il faut uniformiser toutes les actions TANA. Parce que sinon, ça va être l'anarchie, chacun donne son avis, chacun fait ce qu'il veut. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche. C'est pour ça que quelque part, la direction de la formation s'est un peu mis à l'écart par rapport à la vaccination. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de nouveautés, tellement de réunions que vous faites sans arrêt pour rectifier les choses, on ne voulait pas piétiner. Mais là, à la fin, on peut élargir au niveau de la formation toutes les instructions de la formation, et même celles qui vont sortir bientôt. Alors, la conduite à tenir pour une personne qui veut faire un vaccin antigrippal. C'est-à-dire qu'elle considère ce vaccin comme étant un vaccin antigrippal. Non, non, pas du tout. Le vaccin antigrippal, il va vous protéger contre le développement de la grippe. Et le vaccin de coronavirus, il va vous protéger contre le développement de coronavirus. Juste, c'est bien pour les personnes très fragiles de leur donner le vaccin antigrippal parce que vous le savez, on attrape les deux à la fois. On a beaucoup de chances que l'infection Covid évolue vers une forme sévère. Si la vaccination, si la sérologie évalue la vaccination, comment peut-on réagir devant des personnes vaccinées qui viennent après la vaccination avec une sérologie négative? Et est-ce qu'il y a une autre sérologie? Vous savez très bien que la sérologie, il faut se méfier parce que la plupart des techniques de sérologie, ils ne détectent pas les anticorps anti-vaccins. C'est des anticorps, c'est des techniques on détecte les anticorps, la plupart dirigés contre la protéine N de virus. Alors que pour voir est-ce que vous avez développé des anticorps neutralisants, on doit voir est-ce qu'on a des anticorps dirigés contre une petite partie de la protéine S qui s'appelle le RBD. Ce sont des anticorps anti-RBD pour voir est-ce qu'on a bien répondu contre le vaccin, mais aussi, je reviens aussi ici, il y a une recommandation de l'OMS, les recommandations internationales, les recommandations de notre tutelle pour rechercher ou doser ces anticorps. À titre de curiosité pour un confrère, c'est acceptable, mais pour demander ça aux patients, on n'a pas le temps. Il y a une question. Alors, nos confrères se trouvent devant un dilemme pour répondre exactement à leurs patients. Des personnes moins de 55 ans qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca et ne veulent pas recevoir la deuxième dose à cause de ses effets secondaires. Comment leur répondre? Comment réagir devant eux? Certainement, on aura la réponse, certainement la semaine prochaine, on va switcher vers un autre vaccin. Ils sont libres, bien sûr, vous le savez très bien. S'ils ne veulent pas prendre une deuxième dose, c'est la peur d'un risque.
Au moins, il y a un point positif, il n'est pas réticent par rapport à la vaccination, mais je vous donne mon avis scientifique. On peut switcher, mais on est toujours dans le cadre de recommandations du ministère. On patiente encore une semaine, Inch'Allah, et on aura les Exactement. recommandations. Pour un patient contact qui n'a pas le Covid, Oui, avec un cas positif, il oui. faut rester combien de temps pour se faire vacciner? Est-ce qu'il a fait la même chose qu'avec un cas positif ou bien il se vaccine tout de suite? À partir du 10e jour, 14e jour, il peut se faire vacciner s'il n'a pas de symptômes. D'accord, d'accord. Alors, il y a la question de la vaccination, je crois que vous avez déjà répondu, et anticoagulant qui revient toujours. Anticoagulants, vous le savez très bien, on n'a pas besoin de prendre les anticoagulants. Et pour les personnes qui sont sous 7 ans, ça ne contre-indique pas la prise de vaccins. On a constaté que ces vaccins utilisent des aiguilles très très fines, donc aucun souci, aucun problème d'après l'avis de mes confrères cardiologues. Est-ce que la sérologie a un grand intérêt avant la vaccination? Je préfère dire non parce que vous le savez très bien, les recommandations de la tutelle sont claires. On n'a pas le droit de demander ni sérologie, ni test antigénique, ni PCR pour faire le vaccin. Donc, si on a des anticorps, lorsqu'on fait sérologie, on peut se retrouver en face de deux situations. Soit on a des anticorps, et dans ce cas-là, on va rebooster notre système immunitaire, ça ne va pas nous faire de mal. Si on n'a pas d'anticorps, on va stimuler notre système immunitaire pour produire les anticorps. Si les IgM ne témoignent pas de la contagiosité, quels sont les critères à prendre en considération? Première question. Deuxième question, quel test il faut faire pour juger de l'efficacité des vaccins? Deuxième question, c'est toujours, je vous ai dit, on n'a pas le droit, mais scientifiquement parlant, on doit faire les anticorps anti-RBD, comme quoi les lymphocytes B ont très bien répondu. Et on doit faire un autre test qui n'est pas disponible chez nous, c'est un domaine de recherche. C'est l'équivalent de quantiférence, c'est ce que vous utilisez dans la tuberculose, mais c'est un quantiférant SARS-CoV-2 pour voir est-ce qu'on a développé des lymphocytes T. Donc, ce sont deux tests qui témoignent que vous avez très bien répondu contre le vaccin, mais aussi, je reviens à dire que c'est une discussion entre collègues, mais on n'a pas le droit de demander à nos patients ou bien à notre entourage de faire l'exploration de l'immunité post-vaccinale. Ça, c'est la première question. Deuxième des choses, les IgM, je vous ai dit, c'est vrai, on peut les retrouver. Si le patient ne se rappelle pas, est-ce qu'il a fait s'il n'est pas symptomatique, c'est une infection. S'il n'est pas symptomatique, c'est un problème. On considère qu'on est au 3e jour de début de symptômes, même s'il est symptomatique. Donc, il doit patienter une semaine. S'il développe aucun symptôme, il peut être libéré, il n'y a aucun souci. Il n'est pas contagieux. Après 2 doses de vaccin Sinovac, quel est le taux des anticorps pour dire que la personne a développé une bonne immunité? Vous le savez, il n'y a aucun expert et aucun pays dans le monde n'a fixé une dose fixe. Mais on admet que si les anticorps anti-RBD sont aux alentours de 15, on est protégé. Moi, j'aimerais bien poser une question, c'est-à-dire pour récapituler. Alors, si j'ai des anticoagulants, j'arrête le traitement. Non, pas du tout, on ne l'arrête pas. C'est pour faire la vaccination? On ne Non. l'arrête pas, il n'y a aucun impact, aucune influence des aiguilles de ces vaccins sur les personnes qui prennent des anticoagulants. D'accord. Pour l'Immurel, vous m'avez dit si. On arrête le traitement pour une période de 3 mois. Pour L'Immurel, c'est un immunosuppresseur. Voilà. Donc, tout Non, immunosuppresseur, on n'arrête pas 3 mois. on arrête On combien? n'arrête pas 3 mois. On peut donner le vaccin 7 jours après la dose. Donc, il ne faut pas que ça soit 1 jour, 2 jours entre les 2 doses. Par contre, chose qui est très importante, je vous ai dit que si on utilise des thérapies dirigées contre le lymphocyte B et les lymphocytes T, des anticorps monoclonaux anti-B et anti-T. Je donne l'exemple de Rituximab. C'est dans ce cas-là qu'on doit s'arrêter 3 à 4.
3 à 4 mois. Oui. Mm. Mm. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, les collègues. J'essaie de vous aider dans vos questions. Là, quand tu sais tenir vaccination, il y a des questions qui se répètent quand même. Vous êtes à l'aise, professeur? Vous n'êtes pas... Non, très à l'aise, très à l'aise. D'accord, vous n'êtes pas pressé. Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que cette question, elle paraît banale, mais au niveau de la médecine du travail, elle est très importante. Si les IgM sont toujours positifs, est-ce qu'on peut faire la deuxième dose? Bien sûr, si les IgM sont positifs, on fait la deuxième parce que le problème qui se pose, vous le savez très bien, on revient à la clinique. S'il vient de faire l'infection, dans ce cas-là, on se base sur le début de l'infection et non pas les IgM. S'il ne se rappelle pas quand est-ce qu'il a fait l'infection et on a des IgM, et bien dans ce cas-là, on peut le considérer comme étant une personne asymptomatique. Et dans ce cas-là, je vous ai dit qu'il y a des cas où les IgM peuvent persister jusqu'à 3 mois, 4 mois. Et ça pose un souci, un grand souci. Donc, il ne faut pas les priver de se faire vacciner. Une atteinte après avoir fait ces 2 doses de vaccin est considérée pour un échec de vaccination ou un effet secondaire? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est pas un échec. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun vaccin qui est efficace à 100%. Donc, lorsqu'on vous dit qu'il protège 70% contre le développement de symptômes, donc il y aura toujours 30% qui font des symptômes. Mais heureusement, ces 30% qui vont faire des symptômes, il y a plus de 90% de prévenir l'évolution vers les formes sévères et plus de 95% de prévenir les décès par rapport aux personnes non vaccinées. Donc, si on a 100 personnes qui vont aller vers la réanimation, ces personnes, si elles ont été vaccinées, on n'aura que 9 personnes dans la vaccination. Donc, ça va prévenir toujours l'évolution vers les formes sévères. Et on est en train de le voir, les collègues, l'entourage qui a été vacciné, qui sont en train de faire des infections. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, sont rares les personnes qui viennent avec une symptomatologie un peu sévère. Alors, il vous demande toujours dans le même sens, je pense. On a constaté quelques effets secondaires inhabituels, tels que l'asthénie ou Sinovac, tels que l'asthénie chronique, les vertiges chroniques et sueur. Comment faire et comment déclarer? Chronique, pour être honnête, chronique, non, ça m'étonne. On peut avoir une asthénie qui peut durer jusqu'à une semaine, mais si c'est chronique, est-ce que la personne, lorsqu'elle a été vaccinée, elle n'avait pas aussi le virus? Dans ce cas-là, probablement, c'est un symptôme qui va durer un peu longtemps et c'est dû à l'infection elle-même et non pas au virus. D'ailleurs, c'est pour cette raison. On ne veut pas dire aux gens de faire le PCR testologique avant le vaccin, mais essayer de prendre les mesures de précaution 4 à 5 jours et avant de faire le vaccin et une semaine après avoir fait le vaccin. Alors, une personne qui a reçu une première dose de Sputnik, on reste toujours dans les allergies, et qui développe une réaction allergique, pour le rappel, est-ce qu'on change le vaccin? Voilà. Si on fait des réactions sévères aux premières doses, quel que soit le type de vaccin, on change le vaccin. Mais, chose est certes, le Sputnik ne donne pas des réactions allergiques. Et généralement, lorsqu'on contre-indique les réactions, le vaccin chez les personnes allergiques sont les personnes qui font des chocs anaphylactiques. Ou là, qu'il y a des rages cutanées, petites urticaires, il faut lui donner des antihistaminiques avant, prémédication, et lui donner sa deuxième dose. Mais personnellement, on n'a pas constaté de réaction allergique contre les différents vaccins utilisés chez nous. Alors, est-ce qu'on peut vacciner les patients vivants avec un VIH? Vous savez très bien que le VIH, c'est malheureusement la cible de ce virus, c'est le lymphocyte T. Il va retenter sur le type de la réponse. Mais il y a quand même des équipes qui ont fait les essais cliniques en Afrique du Sud. Ils ont comparé la réponse immunitaire de ces sujets. Ils ont constaté qu'ils ont une réponse affaiblie par rapport aux sujets non VIH, c'est logique, mais quand même, ils peuvent être protégés dans les 48-50%
Et vous savez très bien, l'OMS a exigé un seuil de 50-52%. Avec les personnes VIH, on peut ne pas atteindre ce seuil. Mais ça ne contre-indique pas la prise de vaccin. D'accord. Mais on n'arrête pas un traitement ou quoi que ce soit. Non, c'est les antiviraux, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous avez un dentiste qui parle. Ça fait plaisir qu'il y ait une diversité. Est-ce qu'on peut faire des extractions et des soins dentaires? Et est-ce qu'on peut utiliser de l'anesthésie dentaire chez un patient qui a reçu la première dose de vaccination? Question très, très pertinente. Moi, ce que je vous conseille, ça reste mon avis personnel. Lorsqu'on fait un vaccin, l'idéal, les 3-4 jours, ce n'est pas la peine de provoquer une réaction inflammatoire. Et vous savez très bien, lorsqu'on fait une extraction, c'est une réaction inflammatoire, elle peut être sévère, elle peut être modérée. L'idéal, c'est décaler un peu les soins de 4-5 jours et il n'y aura aucun souci. Décaler les soins de Au moins, laisser le système immunitaire fonctionner très bien les 3 premiers jours. Est-ce qu'on peut vacciner une personne qui est en pleine chimiothérapie? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Oui. Il faut juste un petit décalage de 3-4 jours jusqu'à une semaine entre la dose de la chimio et le vaccin. D'accord. Vaccination et hépatite, en cours ou bien sous traitement de corticoïdes, à faible dose, à vie? Vous savez, avec les corticoïdes à vie avec un peu des posologies un peu élevées, on peut aller vers ce qu'on appelle un état de déficit immunitaire acquis. On l'acquis. Et dans cette situation, il y a un seul vaccin qui est contre-indiqué, c'est le SARS-CoV-2 vivant atténué. Ce vaccin n'existe pas. Donc, n'hésitez pas à donner à vos malades le vaccin. Pourquoi? On est certain qu'on est en face de patients qui risquent, s'ils contractent le COVID, d'évoluer vers les formes sévères. Donc, au moins, on essaie de prévenir l'évolution vers les formes sévères chez ces patients s'ils contractent le virus. Quand vous avez un test antigénique positif, mais il n'y a pas de symptômes cliniques, est-ce qu'on vaccine ou non? Et est-ce qu'on attend toujours les 3 mois? Donc, la première question, normalement, on ne fait pas de test antigénique avant le vaccin, mais si on fait le test et on le trouve positif, il peut rentrer dans les 2 catégories. Il peut patienter 3 mois, il n'y a aucun problème, comme un sujet asymptomatique qui peut patienter 3 semaines à 1 mois et il peut faire le vaccin puisqu'il n'a pas fait de symptômes. Quand la personne est sous Dépakine ou sous Cintran, est-ce qu'elle se fait vacciner? Sous Cintran, aucun problème, on l'a déjà dit. Sous Dépakine, même chose, ça ne retentit pas sur le système immunitaire. Juste une chose, j'aimerais bien vous dire qu'il vaut mieux que si votre patient présente une pathologie chronique, il vaut mieux ne pas faire le vaccin en période de poussée. Laisser que le patient soit en rémission clinique pour faire le vaccin. D'ailleurs, et j'ouvre une petite parenthèse pour les personnes diabétiques, l'idéal pour une personne diabétique, c'est que sa glycémie soit équilibrée avec le vaccin. On a constaté que l'hyperglycémie, elle influe, elle impacte négativement la réponse vaccinale. Plus la glycémie elle est élevée, et plus la réponse immunitaire elle est un peu médiocre. Donc l'idéal pour les diabétiques, c'est d'équilibrer leur diabète avant de se faire vacciner. Professeur, un petit mot par rapport aux anti-inflammatoires qui ont fait beaucoup de bruit au début de la pathologie. Maintenant, la question qui se pose, anti-inflammatoire, vaccination. Vous savez, lorsqu'on vaccine, l'objectif, c'est stimuler le système immunitaire. Mais le système immunitaire, il ne réagit pas très bien s'il n'y a pas un petit fond de réaction inflammatoire. Donc, il ne faut pas qu'on donne les anti-inflammatoires lorsqu'on vaccine pour laisser un peu l'installation de cette inflammation qui ne peut avoir qu'un impact positif sur l'intensité de la réponse immunitaire. Par rapport au VIH, il y a une question qui revient. Quel type de vaccin? Est-ce que c'est tous les vaccins qui seront valables? Je vous ai dit, que ce soit le VIH, que ce soit les immunosuppresseurs, le vaccin, tous les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués, réplicatifs. Pour le SARS-CoV-2,
il n'y a aucun vaccin vivant atténué réplicatif. Donc, tous les vaccins sont autorisés. Si vous voulez, le vaccin qui a moins d'effets secondaires, c'est le vaccin inactivé, c'est le Sinopharm ou le Sinovac. Vaccination avec un sérologie à 100. Faut-il vacciner? Alors, un sujet ayant présenté une infection Covid-19 avec hospitalisation, qui se présente 3 mois après à notre consultation de vaccination avec une sérologie IgG à 100 unités, faut-il vacciner? Moi, je vous réponds, je vous dis qu'à 100, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, donc libre à vous. Si vous faites le vaccin, vous serez à 200. Si vous ne faites pas le vaccin, à 100, vous êtes très bien protégé. Les antiépileptiques et psychotropes en relation avec les vaccinations. Apparemment, il y a beaucoup de questions dans ce sens. Aucun impact. Aucun impact. On peut les faire vacciner. Dyspnée, éruption cutanée après 5 jours de Sinovac. Est-ce qu'il est... Moi, je vous donne un petit conseil. Si on fait un peu des symptômes, un truc respiratoire, quelque chose comme ça après le vaccin, c'est pour cette catégorie où il faut penser que probablement il a été vacciné lorsqu'il a contracté le virus. Et pour être certain qu'on est en face d'un effet secondaire de vaccin et non pas d'une infection, il vaut mieux faire un test antigénique. S'il est positif, même si on est vacciné, on prend le traitement dirigé contre le Covid-19. Les gens sont pressés par rapport à l'enfant. Moi, j'ai appris hier, avant-hier, ce qui se passe. Alors, brièvement, vous l'avez déjà dit tout à l'heure déjà par rapport aux directives. Les enfants et Covid, comment les protéger? Question très pertinente qui sera aussi étudiée jeudi prochain, Inch'Allah. Mais vous le savez très bien, avant le variant Delta, on ne parlait pas d'enfants. Ils étaient protégés. Est-ce qu'ils transmettaient, pas transmettaient la maladie? Il y a pas mal d'avis très disparates. Mais depuis l'arrivée de variant Delta, on voit très bien qu'il n'est pas ni l'enfant ni l'adulte. Donc, il a fait des ravages et on a pensé à vaccination de l'enfant. Donc, la vaccination de l'enfant, c'est en fonction, en fin de compte, de l'évolution de la vaccination de l'adulte. Il y a des experts qui disent, voilà, lorsqu'on vaccine les adultes, on protège les enfants. C'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, vous le savez très bien, on l'a vu. On n'est à même pas 10% de sujets vaccinés. Donc, on doit faire accélérer la vaccination adulte. Elle est importante. Et pourquoi pas, puisque vous le savez très bien, l'enfant entre 12 ans et 18 ans, il a presque les mêmes particularités même que l'adulte. Je pense qu'avec le temps, probablement, ça ne va pas tarder à inclure cette catégorie dans le calendrier vaccinal, mais ça reste toujours une prérogative du conseil scientifique et de notre tutelle. Si l'instruction ne vient pas avant la rentrée, quelle est la réponse que peut donner les médecins de la santé scolaire par rapport aux enfants? On n'a pas le droit, parce que l'enfant, s'il part, le médecin vaccinateur, s'il n'est pas autorisé à vacciner les enfants qui ont moins de 18 ans, il n'a pas le droit. Par contre, probablement, même s'il n'y aura pas de réponse, moi je suis persuadé qu'au moins, les enfants à risque, ceux qui sont obèses, ceux qui ont des signes, des pathologies neurologiques, probablement cette catégorie va être incluse dans le calendrier vaccinal. Inch'Allah, Inch'Allah. Quelle est la quantité de personnes qui a été vaccinée? Bon, Hadia, ça a été répondu. Vaccination et insuffisance surrénalienne. Vous savez qu'ils sont sous cortisone tous les jours. Donc, vous êtes sous cortisone tous les jours. Soyez certaine que le cortisol il a un impact sur le système immunitaire. Il n'y a pas de vaccin vivant atténué, donc il n'y a pas de contre-indication. Par contre, vous pouvez être vacciné à cause que vous ne soyez pas en plein poussée de la maladie, mais la réponse, elle est toujours un peu plus faible par rapport à une personne saine. Donc, toutes les pathologies chroniques, la réponse reste faible. Reste oui. D'accord. Et pour les cardiopathes, il n'y a pas de problème, je pense. Il n'y a aucun problème. Ah.
Au contraire, vous le savez très bien, avec les complications cardiaques de Covid, donc il vaut mieux les protéger pour ne pas développer la maladie. Il y a une personne qui vous dit, pourquoi on se fait vacciner alors qu'on a déjà été infecté plusieurs fois? Plusieurs fois, vous le savez très bien, lorsqu'on est infecté plusieurs fois, ça veut dire qu'on n'a pas été protégé. Et le problème qui se pose, c'est on sait que cette durée d'immunité naturelle, comme lorsqu'on attrape par exemple le virus de Zona, c'est une immunité à vie, on n'aurait pas pensé au vaccin. Mais le problème qui se pose, moi je vous parle de mon service, j'ai un médecin qui a eu une forme modérée lors de la première infection et la réinfection, elle était très grave. Donc une réinfection n'est pas toujours modérée. Et on a des réinfections, surtout avec le Delta, vous le savez très bien, qui est caractérisé avec une charge virale très élevée. Et on a vu pas mal de réinfections qui sont beaucoup plus graves par rapport à la primo-infection. Donc, c'est toujours prévenir les formes graves et le décès. Peut-être c'est par rapport au développement des IgM et tout. C'est pour ça qu'il parle comme ça, que la Non, personne parle comme ça. non, elle a raison. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on dit, on ne préconise pas au sujet infecté de se faire vacciner pendant les 3 mois. Parce que l'infection naturelle, elle va vous protéger pendant les 3 mois. Au-delà de 3 mois. Ça y est. Vaccination d'un hémodialysé et quel vaccin préféré? Je pense que c'est des questions. On peut donner n'importe quel vaccin, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même les hémodialysés, ils ont une réponse un peu plus faible par rapport au sujet. C'est comme toutes les questions qui sont venues. Exactement. Et il y a les immunosuppresseurs. Est-ce qu'il y a une particularité par rapport quand on a une corticothérapie, la durée de la fenêtre thérapeutique pour la corticothérapie à long terme, et est-ce que c'est 1 mois avant et après la vaccination? Vous savez, en fonction de la corticothérapie, d'après les experts, elle dépend de la posologie. Est-ce qu'on est à plus de 10 mg kilo ou bien on est à moins de 10? À moins de 10, on considère que le sujet est normal. À plus de 10, on considère que le sujet est immunodéprimé. Donc, il y a une contre-indication. La contre-indication, on le sait, elle n'existe pas. Mais l'idéal, s'il peut arrêter un peu la corticothérapie au moins pendant une semaine et la reprendre la hyperlex, s'il ne peut pas arrêter la corticothérapie, ça ne contre-indique pas la vaccination. Je l'ai dit, on aura une réponse post-vaccinale un peu plus faible, mais mieux que rien. Donc, si j'arrête mon traitement de corticothérapie à long terme, pour combien de temps? 10 jours. Une dizaine de jours est largement suffisant. D'accord. Malade sous INS. Alors, les anti-inflammatoires reviennent toujours. Combien de temps arrêter le traitement? Parce qu'il y a eu beaucoup d'échos, beaucoup de discussions sur les INS au début. C'est peut-être ça qui a fait que les gens restent sur leur... On parle des INS dans le Covid ou bien dans le vaccin? Non, en dehors du vaccin. En dehors de vaccin, vous le savez très bien, si vous allez à l'Europe, vous contractez le Covid, on vous dit voilà, vous rentrez chez vous et vous prenez le paracétamol. Donc, est-ce que c'est le paracétamol ou bien c'est l'évolution naturelle d'une infection virale? D'ailleurs, c'est pour cette raison, et malheureusement, ce que je reproche à mes collègues, qu'on n'a pas fait d'études comparatives. On devait au début prendre une catégorie qui n'est pas sous chloroquine, une catégorie qui n'est pas sous antibiotiques. Est-ce que vraiment les antibiotiques ont leur place dans cette infection? Et je lance un appel à mes confrères d'essayer de faire des études comparatives pour avoir une meilleure visibilité par rapport à la place de chaque médicament dans cette infection. Si j'ai le méthotrexate, c'est la même chose, j'arrête 10 jours et je reprends? Ce sont des immunosuppresseurs, il y a qui disent 1 semaine et jour, il y a qui partent jusqu'à 3 semaines. Donc, si vous voyez, si vous jugez que 3 semaines ne retentissent pas sur la pathologie chronique, ça ne fait rien. Si vous êtes dans une période de rémission longue, on peut l'arrêter, il n'y a pas de souci. Donc, c'est le cas par cas. C'est en fonction de l'évolution de la pathologie sous-jacente. Comment ça se fait que la vaccination contre le tétanos dure 10 ans et celle de la Covid et de la grippe saisonnière moins d'1 an? Vous savez très bien que le vaccin de la grippe saisonnière, c'est 1 année. C'est moins d'1 an.
et le système immunitaire réagit différemment. En fin de compte, on a constaté que lorsqu'on est en contact avec des microbes qui ressemblent au vaccin, par exemple, si je suis vacciné contre le Zona, c'est une vaccination à vie. Et cela montre qu'on contracte des virus ou bien des microbes qui ressemblent au Zona. Par contre, lorsque l'immunité n'est pas durable, ceci dit qu'il y a très peu de pathogènes qui ressemblent au SARS-CoV. On parle de l'enfant, on parle de l'adulte. Qu'en est-il de la vaccination chez l'adolescent? Et à partir de quel âge? Et quel vaccin va être utilisé? L'adolescent, vous le savez, donc, dans la plupart des pays, on a commencé à les vacciner. On parle d'adolescents généralement, c'est les 12-18 ans. La plupart des pays sont ouverts et je pense, ça reste mon avis, probablement le conseil scientifique il va s'ouvrir pour la vaccination des adolescents de cette fourche entre 12 et 18 mois. Inch'Allah. Les antécédents multi-allergiques, d'allergie médicamenteuse sévère et vaccination. Est-ce qu'il y a une contre-indication? Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. Il y a par exemple pour l'ARN, si on est vraiment, on a fait un choc anaphylactique, un produit qui contient le PEG, le polyéthylène glycol, dans ce cas-là, c'est contre-indiqué. Mais même les experts ils disent, même si on est allergique à cette substance et on n'a jamais fait de choc anaphylactique, ça ne contre-indique pas la vaccination. Donc, allergie à des médicaments ne contre-indique pas la vaccination, d'autant plus qu'on a pris des mesures par excès de garder toujours la personne vaccinée au moins 30 minutes après avoir fait le vaccin. Quelle est la plus solide et durable? L'immunité naturelle ou celle qui est acquise par les vaccins? Ça, c'est une question générale. Très difficile de répondre, mais je pense qu'on doit patienter quelques semaines pour voir un peu les études comparatives par rapport aux personnes qui ont fait l'infection en janvier de l'épidémie au variant alpha avec les personnes qui ont été vaccinées en janvier. Certainement, on aura des études qui vont être publiées prochainement pour comparer la durabilité. Mais le problème qui se pose, il est très important. Lorsqu'on fait l'infection, lorsqu'on fait le vaccin, parfois on fait la recherche des anticorps des mois après et on les trouve. Mais on n'est pas certain qu'ils proviennent de l'infection. Probablement, vous avez recontracté le virus et vous avez fait des formes très légères. Même chose pour le vaccin. C'est parce que quand est-ce qu'on peut dire que cette immunité elle a duré 10 mois, 12 mois, 8 mois, c'est en absence de la pandémie. C'est lorsque le virus part. On est certain qu'on n'est plus en contact de virus. Mais le virus, il est toujours là. Donc, possible que je suis vacciné, je viens de contracter le virus, j'avais des anticorps très faibles, mais en contractant le virus, j'ai fait une forme asymptomatique et j'ai boosté la réponse immunitaire. Donc, très difficile de parler de la durée de l'immunité dans une conjoncture où le virus est toujours là. Vaccination et bilan thyroïdien. J'ai un patient qui me présente un bilan thyroïdien perturbé. Est-ce qu'il y a un impact sur la réponse immunitaire? Il n'y a pas d'impact. Peut-on vacciner en sécurité? Où peut-on vacciner en sécurité? Oui, on ne vaccine que lorsqu'on équilibre le bilan thyroïdien. Donc, je l'ai dit, c'est valable pour les pathologies chroniques, c'est valable aussi pour la thyroïde. Vous le faites le vaccin que votre pathologie est équilibrée. Donc, on se base sur la thyroïde, on équilibre par le traitement adéquat et juste après, on passe à la vaccination. Est-ce qu'on peut associer une vaccination antirabique et la vaccination Covid? On ne les associe pas. L'idéal, c'est de les séparer minimum, pour être souverain, minimum 3 semaines. Si, par malchance, on se fait mordre par un chien ou un truc enragé, on n'a pas le choix, mais il faut un peu surveiller les effets systémiques qui risquent d'être un peu plus intenses. Donc, on attend combien de temps? L'idéal, c'est 21 jours. 21 jours. Alors, il y a un collègue qui dit le Sputnik serait-il à l'origine, à long terme, de quelques complications à type de maladie auto-immune?
Pas Il nous du fait tout. peur, hein? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sputnik, l'AstraZeneca, le Johnson Johnson, ou bien le chinois qui n'est pas disponible chez nous, le CanSino, c'est la même technologie. C'est des adénovirus vivants. Et on a une expérience depuis la fin des années 80 dans la production de ce type de vaccin. Et à mes connaissances, à ce jour, on n'a pas décrit de forme de pathologie auto-immune euh, juste après la vaccination par le Covid. On a eu des pathologies auto-immunes suite à l'infection Covid. Quelle est la conduite à tenir devant une personne qui fait de la fièvre à 42 degrés suite à une vaccination au Sinovac? Et est-ce qu'on peut lui changer le type de vaccin pour la deuxième dose? Si oui, quel type de vaccin? Je crois que vous On avez peut, déjà répondu. oui, on peut lui donner du paracétamol à 40 degrés, on peut aller vers le paracétamol. Et puisqu'il a fait une forme un peu sévère, l'idéal c'est de switcher vers un autre. Mais je pense que toutes ces réponses, vous les aurez Auront, après la réunion des experts. juridiquement parlant, sur un texte réglementaire. Exactement. Une de bonne personne vaccinée. Question antécédent anti-médicament. Je pense que. On a Est-ce fait que le la tour. vaccination anti-Covid sera annuelle? Euh, علمها عند ربي. Vraiment, est-ce que vraiment on va se débarrasser de ce virus? Est-ce qu'il va rester avec nous? Dieu seul sait. Je pense qu'on peut avoir une visibilité par rapport à cette question d'ici 2 ou 3 mois. Inch'Allah. Comment expliquer que la vaccination, que l'immunité vaccinale est efficace? Parce qu'en fin de compte, on va produire des anticorps neutralisants qui ne laissent pas le virus pénétrer dans la cellule. S'il y a quelques virus qui peuvent infecter la cellule, les lymphocytes CD8, j'ai déjà parlé de cette catégorie de cellules, cette catégorie, elle est là pour détruire les cellules infectées. Donc, je pense que maintenant, d'après l'étude chilienne qui a porté sur plus de 15 millions de sujets vaccinés, il y a plus de photos qui nous montrent que la vaccination, elle est là pour nous protéger beaucoup plus contre les formes sévères, contre la réanimation, contre l'oxygène et contre le décès. Donc, il y a des questions sur l'allaitement, la femme enceinte, ça va revenir après, Voilà. Inch'Allah. Les antécédents de Guillain-Barré. Antécédent de Guillain-Barré, il y a 100 cas sur les 100 000, c'est sur les 10 millions vaccinés par le vaccin Johnson Johnson. Donc, c'est un risque minime. Tous les risques, vous le savez très bien qu'il n'y a aucun vaccin, aucun médicament d'ailleurs. Ne contient pas. Donc, tous les médicaments, tous les vaccins, ils ont un petit risque, mais il faut toujours comparer, faire la balance entre l'apport bénéfique et les effets secondaires. Donc, sur 1 million, s'il y a une personne qui fait le Guillain-Barré, et si je peux sauver sur les 1 million qui vont contracter le virus d'un minimum de 20 000 de décès, je vous laisse à vous de faire la comparaison des choses. Est-ce que la vaccination, est-ce que les anticorps, est-ce que la vaccination neutralise l'immunité naturelle? Non, elle ne neutralise pas l'immunité naturelle. L'immunité naturelle, c'est ce qu'on a acquis suite à cette infection et la vaccination va au contraire aider. C'est comme si on a fait, d'ailleurs, on a montré que celui qui a fait l'infection, il lui donne une seule dose, il va répondre très bien. Donc, ça ne va pas l'affaiblir, au contraire, ça va booster la réponse naturelle. Il y a des réponses qui se répètent alors qu'on a donné des réponses. Oui. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas entendu, peut-être, je ne sais pas. Alors, je ne sais plus où je fais avec. Il y a tellement de... Probablement, c'est des questions qui ont été posées au début et on a répondu lorsqu'on les a trouvées posées tard. Vraiment, je ne sais pas, je n'arrive plus à suivre avec les nouvelles questions. C'est des questions qui ont première dose, différente deuxième dose, vaccination anti-Covid et Guillain-Barré, ça y est. Vaccination Sputnik, typiquement répondu. Ils ne sont pas reconnus. Bon, je pense qu'on a fait le tour là. On a fait le tour. Maintenant, est-ce que, alors, à partir de quelle valeur l'IgG on peut dire qu'on est protégé?
Oui, j'ai répondu à cette question, mais on ne parle pas Oui. d'IgG, on parle d'IgG anti-RBD. Ce n'est pas dans la sérologie classique, c'est anti-RBD. D'après les experts, et qu'à partir de 15, on peut dire qu'on est protégé, mais il n'y a pas de consensus. Pourquoi l'AstraZeneca n'est pas utilisée chez les jeunes? En fait, quand il y a une minorité de femmes âgées entre 30 et 45 ans qui ont fait des thromboses, mais c'est des thromboses, en fin de compte, c'est des pathologies auto-immunes secondaires. C'est des anticorps dirigés contre le facteur plaquettaire numéro 4. C'est exceptionnel chez les femmes qui ont entre 30 et 45 ans. Et pour assurer et prévenir, assurer la sécurité de la personne vaccinée, les États les décisions étaient beaucoup plus radicales de le contre-indiquer chez les personnes qui ont moins de 50 ans. Est-ce qu'on peut vacciner avec des IgM à 1 et des IgG à 3? Oui, c'est comme si on n'a rien. Lorsque c'est inférieur à 10, c'est presque on n'a rien. Il vaut mieux aller vers la vaccination. D'accord, d'accord. Je pense qu'on a fait le tour, non? On a fait le tour. Vous êtes fatigué, docteur. Là, on vous appelle au service. Déjà que. Non, pas du tout. C'était avec un plaisir, un grand plaisir. Moi, j'ai envie de faire une proposition aux participants, leur demander de continuer à poser leurs questions, mais je ne sais pas comment on peut les recueillir. Je pense, je vais vous dire comment faire. Ils posent leurs questions. Vous préparez un fichier spécial questions pour éviter au moins les questions qui se répètent. Et vous me l'envoyez, vous me donnez 2 jours, 3 jours, je vais répondre à tout. Et comme ça, on va les renvoyer puisque vous avez leur email ou leurs coordonnées. Le problème, je vais voir avec les DSP. Alors, je pense que je vais vous mettre un site, le site de la direction de la formation, pour pouvoir vous poser toutes vos questions. Et je vais les transférer au professeur. Peut-être qu'on fera une deuxième séance par rapport à ça. Avec un grand plaisir, il faut me prévenir. Sinon, s'il y a beaucoup de questions, on peut faire une séance la semaine d'après, spéciale question, tout ce qui concerne le Covid. Puisque la pandémie, elle est toujours là, il n'y a aucun souci. D'accord. Par contre, je vais leur demander de rester en contact, toujours en ligne pour l'enregistrement. Hein. Je vais vous envoyer l'enregistrement, vous restez en ligne. Eh ben, ça m'a fait plaisir. Je peux me dispenser, moi? Merci beaucoup, professeur. Vraiment, moi, je ne m'attendais pas. Est-ce que vous savez que vous êtes à 500 participants? Et ça, c'est vraiment extraordinaire et on refait. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est la limite du Zoom. Ou un message au médical, il ne faut pas avoir ce discours négatif. Exactement. Et vers un discours positif parce que la population fait confiance aux médecins. Ou, Inch'Allah, avec le temps, on va atteindre ce pourcentage d'immunité collective. Je pense qu'ils pourront répondre après à l'histoire du vaccin ADN, ARN, pourquoi celui-là, l'ADN non. Vous avez vu sur les réseaux sociaux cette histoire d'ARN et d'ADN pour le vaccin et le risque qui fait peur à la population. C'est légitime, surtout les personnes jeunes. Eh bien, je vous dis au revoir. À la prochaine. Merci beaucoup, professeur. Vous ne quittez pas, chers collègues. Hein. À la khair. Restez avec nous, on va essayer de vous transmettre l'enregistrement et vous donner la boîte de la direction de la formation. Je vais essayer de recueillir vos questions par rapport à la vaccination. Des formations vont être faites durant cette période et on aimerait bien avoir beaucoup de questions pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup.